Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. La compilation et le décompte des voix entamées dès la fermeture des bureaux se poursuivent. À Bissau, le calme régnait lundi matin dans les états-majors de campagne des deux candidats, le chef du parti majoritaire au Parlement Domingos Simeos Pereira et un dissident de cette formation, Umaru Sissoko Embalo. Dans les rues de la capitale, les Bissau-Guinéens aspirent qu'à une paix durable qui, selon eux, viendra de la vérité des urnes. Si Domingo perdait ses élections et que nous refusons d'accepter les résultats, cela pourrait créer des problèmes pour la Guinée-Bissau. Nous ne voulons plus de problèmes dans ce pays. Si Domingos gagne, le camp d'Umaro et Balo Sissoko doit accepter les résultats. Si Domingos perdait l'élection d'une manière transparente, il acceptera les résultats, non pas pour le PAIGC, mais pour maintenir la paix dans le pays. Et s'il gagnait aussi, ce que nous souhaitons d'ailleurs, ce sera bien. Mais il revient à la commission électorale d'annoncer officiellement les résultats. Le parti majoritaire au Parlement joue la carte de la sérénité. Domingo Simeos Pereira a appelé ses partisans à rester calmes en attendant la proclamation des résultats officiels, tandis que l'opposition tente de revendiquer la victoire. Selon les résultats que nous avons requis, nous voyons que nous sommes en avance sur Domingos Simeos Pereira. Dans toutes les régions, le Madame G15 est en avance. Et nous n'accepterons pas des résultats défavorables. Le groupe des organisations de la société civile, GOSCE, une cellule locale de surveillance du scrutin, a estimé que le vote a bien démarré, s'est bien déroulé et a bien fini sans incident. La commission électorale a par ailleurs indiqué que les résultats officiels seront connus ce mercredi. « 2019 a été une année riche en événements au Nigeria. Une année qui a commencé à la réélection du président sortant Mohamed Bouhari pour un second mandat. En proie à une insurrection sanglante depuis plusieurs années, le pays a encore connu des attaques meurtrières perpétrées par le groupe Boko Haram dans le nord-est. Des affrontements entre les membres du groupe musulman chiite au Nigeria et la police ont fait plusieurs morts et provoqué des tensions dans le pays. En 2019, nous avons organisé des élections. En 2019, nous avons également eu des sérieuses violations des droits humains. Nous avons connu aussi beaucoup de brutalité policière. En 2019, des problèmes de sécurité ont persisté. Bien que le Nigeria reste le premier producteur de pétrole sur le continent, avec près de 2 millions de barils par jour, son économie a connu des difficultés en 2019, avec plus de 80 millions de personnes vivant actuellement sous le seuil de l'extrême pauvreté. Le manque d'infrastructures, d'électricité et d'eau potable est un problème épineux auquel les autorités fédérales font face. Deux mots viennent à l'esprit. Le premier, une croissance lente, et le second, c'est la résilience. Durant toute l'année, la croissance a été vraiment lente. Il sera très difficile pour nous d'atteindre même les 2% de la croissance à la fin de cette année. De nombreux Nigérians pensent que l'année 2019 qui se termine a été une année difficile et remettent en cause les promesses du pouvoir en place. Les attentes sont énormes pour la nouvelle année qui commence. Personnellement, je vais être clair, c'est aussi une réaction mitigée pour moi, parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites en 2019, même si certaines ont été réalisées. 2019 a été une année difficile, une sorte de déception. Je ne sais pas si je dois accuser le gouvernement. Le pourcentage de l'emploi a été très bas. Les populations souffrent. Donc, en 2020, je m'attends à ce que tous ces défis soient relevés. D'autres événements importants sont également deux sommets de la CEDEAO à Abuja, au cours desquels les questions de la création de la nouvelle monnaie pour la sous-région ont occupé une place de choix. Même si le géant de l'Afrique traîne toujours les pieds pour accepter la nouvelle monnaie. La commission Vérité et Réconciliation devra regrouper des politiques,
des représentants de l'armée, de la société civile, des victimes et des religieux, et s'inspirer de l'expérience d'autres pays. Au Maroc, le roi lui-même, c'est son père qui gérait le pays. Il a fait un comité, une commission de vérité, de réconciliation et de réparation. Et ça a très bien marché. Il faut que Ghazouani le sache. Ghazouani ne peut pas mettre en parenthèse le problème de l'esclavage et celui du passé matériel. D'après les Nations Unies, 70 000 négro-africains ont été expulsés vers le Sénégal ou le Mali et des militaires noirs tués entre 1989 et 1991 sous le régime du président déchu, Maouya Ould Taya, qui s'est exilé au Qatar. Certains durant le conflit opposant la Mauritanie au Sénégal, d'autres pour tentative présumée de coup d'État. À la création de la fête de l'indépendance en 1990, on a choisi au hasard 28 Mauritaniens parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils sont polars et on les a pendus pour célébrer cette indépendance-là. Nous sommes à 10 mètres de la présidence. Mon voisin, il a 6 esclaves, 4 femmes et 2 hommes, et il ne le cache pas. L'État reconnaît sa responsabilité. Des Noirs qui étaient radiés ont réintégré la fonction publique et des victimes sont indemnisées. Mais une loi d'amnistie empêche les familles des victimes de porter plainte. Si elle est approuvée, la commission Vérité et Réconciliation pourra transmettre certains dossiers aux tribunaux classiques et contraindre des témoins qui refuseraient de comparaître. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Un cadeau surprise aux États-Unis pour Noël, c'est ce qu'a récemment promis Kim Jong-un. De l'avis des experts, cette vague de menaces traduit la frustration du leader nord-coréen par rapport à l'impasse dans les négociations sur le nucléaire de son pays. Pour sa part, le président Donald Trump semble s'amuser de la menace nord-coréenne. Voyons, peut-être ce sera un beau présent. Peut-être qu'il m'enverra un beau vase au lieu d'un essai de missile. Je pourrais bien recevoir un vase de sa part. On ne sait jamais. Des cadeaux pas si beaux que cela pourraient aller d'essais de missiles de longue portée ou d'essais nucléaires souterrains au lancement d'un satellite dans l'espace, avertissent les spécialistes. Kim Jong-un a promis de dénucléariser la péninsule coréenne. Nous voulons qu'il tienne cet engagement. Sinon, nous avons d'autres moyens en tant qu'États-Unis et nous en ferons usage si nécessaire. Toutefois, le prédécesseur d'O'Brien, l'ambassadeur John Bolton, fait partie de ceux qui estiment qu'il n'y a aucune probabilité que la Corée du Nord procède à sa dénucléarisation. À cela ne tienne, l'ambassadeur O'Brien affirme que le président Trump a donné à Kim Jong-un diverses options durant les pourparlers entre les deux pays. La voie glorieuse vers un destin similaire à celle de la Corée du Sud ou celle qui mènera la Corée du Nord vers des sanctions et l'isolement vis-à-vis de la communauté internationale. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, comme chaque lundi, nous vous proposons une petite séance de rattrapage. Il s'agit de votre rubrique Afrotech et c'est avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? Eh bien, 2019 s'achève et pour la tech africaine, ce fut une année remplie d'innovation et de croissance technologique importante. Que peut-on retenir du parcours africain en matière de technologie? Voici notre best-of de la tech africaine en 2019. 2019 s'achève et pour la tech africaine, ce fut une année remplie d'innovation et de croissance technologique importante. L'Africa Tech Now a permis de mettre en avant l'écosystème de l'innovation technologique africaine. Après IBM à Nairobi, Google à Accra, c'est la société Microsoft qui a ouvert son bureau d'ingénierie pour l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle à Lagos. Sur le plan de la santé, on a lancé des cellules numériques de surveillance sanitaire au Malawi. La pratique de la télémédecine en Côte d'Ivoire s'est renforcée avec la mise en place d'un service pionnier de télémédecine au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Sur le plan de l'Internet et de la téléphonie mobile, Google a lancé la construction d'un nouveau câble sous-marin privé pour relier l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Portugal.
Si la Chine a Huawei ou Xiaomi et que les États-Unis ont l'iPhone, eh bien l'Afrique a désormais le Maraphone. L'ouverture d'une usine au Rwanda a permis à ce que beaucoup considèrent comme le premier téléphone mobile made in Africa de voir le jour. La société Tech Andela a quant à elle sécurisé $100 millions au cours d'un tour de financement de série D, et cela dès le début de l'année. On se souvient également de Jumia, la société panafricaine de commerce électronique qui était devenue la première start-up africaine à s'inscrire au grand marché mondial en s'inscrivant à la bourse de New York, même si la fin d'année a été plutôt difficile pour elle. 2019 était également l'année des conférences tech. La toute première conférence des développeurs africains s'est tenue en Éthiopie. l'AfriDevCon s'est donné pour mission de faire du continent le plus grand centre de production en termes de main-d'œuvre technologique au monde. De l'Africa Tech Summit de Kigali à l'Africom en Afrique du Sud, en passant par le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, on a eu droit à des rencontres toutes aussi enrichissantes les unes que les autres. En 2019, des inventions de toutes sortes ont vu le jour sur le continent. Le Nigérian Jerry Malo a dévoilé la Bernie Perry, la toute première voiture de course made in Nigeria. Mais notre coup de cœur des inventeurs talentueux est allé à Vital Vitium, le chercheur congolais de 36 ans dont les inventions se succèdent et sont toutes les unes aussi surprenantes que les autres, comme par exemple la production d'électricité à partir de plantes. Bref, si Mark Zuckerberg de Facebook et Jack Ma d'Alibaba, ou plus récemment le PDG de Twitter, Jack Dorsey, tournent tous leur regard vers l'Afrique, c'est que 2020 promet d'être une année où se jouera le futur des nouvelles technologies. Et bien entendu, VOA Afrique sera là pour vous en rendre compte. Voilà, 2019 se referme et 2020 va ouvrir ses portes. Et dès la semaine prochaine, c'est le Salon international de l'électronique à Las Vegas qui aura lieu du 7 au 10 janvier. Ce salon, qui est devenu le rendez-vous incontournable des startups et des innovateurs, attire chaque année des chefs d'entreprise et pionniers du monde entier. Et Afrotech y sera bel et bien pour vous rendre compte de toutes les dernières innovations et surtout y rencontrer des acteurs de la tech africaine, John. Et un rendez-vous qu'on ne manque jamais dans cette émission, c'est le focus de la semaine, Herzuma. Tout à fait. Cette semaine, nous avons demandé à la journaliste béninoise Sinatou Saka son avis sur la place de la femme dans la tech africaine en 2019. Elle nous a parlé de Cotonou. Suivez. Les événements autour de la tech et des femmes en Afrique se sont multipliés, particulièrement cette année. On a eu les journées de la femme digitale à Dakar, on a eu aussi le Women in Africa Forum, je pense. Et tous ces événements-là permettent de mettre en valeur des femmes qui sont acteurs du numérique dans leur pays. Je pense que les femmes n'ont pas attendu le numérique avant de se démarquer. Ça, je pense qu'il faut le dire. Les femmes en Afrique ont l'habitude d'entreprendre, elles entreprendront, elles continueront d'entreprendre, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que de plus en plus, elles se servent du numérique pour, contrairement aux hommes, trouver des solutions aux problèmes de leur communauté. En tout cas, beaucoup plus que les hommes. Et ça, c'est hyper intéressant à observer. Je pense notamment à une plateforme, à une entreprise, à une start-up au Sénégal qui recycle des déchets électroniques. Ce qui me semble aussi important de préciser, c'est que l'innovation, pour qu'elle ait un réel impact, doit dépasser les villes, doit quand même s'adresser de plus en plus à des femmes, en fait, qui pour la plupart sont dans des villages. Et je pense qu'il faudrait que les femmes qui entreprennent aujourd'hui commencent à penser aussi à celles qui n'ont pas accès aux informations et qui sont dans des zones reculées. Voilà, donc c'est tout pour Afrotech de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Herzuma Compaoré, ce serait plutôt l'année prochaine. L'année prochaine. Bonne année. Merci beaucoup. Pereweni Mebratu se souvient de son retour dans son village natal au nord de l'Éthiopie lorsqu'elle avait été choquée de voir des femmes forcées de s'accroupir au-dessus de trous creusés dans le sol. N'ayant pas de serviettes hygiéniques pendant leur menstruation, elles doivent recourir à des mesures humiliantes. Comment est-ce possible? Elle me disait qu'elle n'utilisait même pas de sous-vêtements. Là, c'était le tournant pour moi. J'ai senti la colère m'envahir de la tête aux pieds. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi est-ce que cela me dérangeait autant? Il fallait agir. Plus elle examinait le problème, plus il grandissait. Mebratu a appris que 2 filles sur 5 sont obligées de manquer l'école pendant leurs règles. Beaucoup d'entre elles finissent par abandonner les cours et les femmes adultes doivent recourir à l'utilisation de vieux chiffons ou d'herbes en guise de serviettes hygiéniques.
Nous parlons d'égalité des sexes et tout ça, mais comment est-ce possible qu'un des besoins fondamentaux des jeunes filles ne soit pas satisfait? Comment le pays peut-il se développer lorsque 50% de la société, les femmes, sont affectées ainsi? C'est dingue. En 2009, Fereweni a fondé la Mariam Seba Products Factory, une usine dans la ville de Mekelle, au nord de l'Éthiopie. La fabrique produit des serviettes réutilisables qui peuvent servir pendant 18 mois et coûtent 90% moins cher que les serviettes jetables. Plus de 150 000 kits d'hygiène menstruelle gratuits ont été distribués avec l'aide d'une ONG appelée Dignity Period. Dans les écoles qui reçoivent les serviettes, la fréquentation scolaire des filles a augmenté de 24% selon l'organisation. Ce mois-ci, Fereweni a été désignée héroïne de l'année par CNN. Elle recevra $100 000 pour soutenir son œuvre, mais son travail est loin d'être terminé. Elle a fait savoir qu'il y a 30 millions de femmes en âge de procréer en Éthiopie et que la grande majorité n'a pas accès à des serviettes hygiéniques à prix abordable. Bonsoir à tous. La troisième journée des phases de groupe de la Ligue des champions d'Afrique s'est achevée ce week-end. Dans le groupe A, Primeiro de Agosta et le TP Mazembe ont fait un nul de 1-1. Même score entre Zamalek et Zesco United. Le TP Mazembe sort leader du groupe avec 7 points, suivi du Zamalek qui a 4 points, tandis que Zesco et Primeiro ont chacun 2 points. Dans le groupe B, Al-Ali a disposé des Zimbabwéens du FC Platinum par 2-0. Al-Hilal a vaincu Sahel 1-0. Sahel, Al-Ali et Al-Hilal se disputent la tête du groupe B avec 6 points chacun. Platinum est dernier avec 0 points. Dans le groupe C, l'Étoile du Sahel a été battue par Al-Hilal 0-1. USM Alger s'est incliné face à Mamelodi Sundowns 0-1. Le Wydad Casablanca a décroché son premier succès en battant Petro Atlético par 4-1. Mamelodi Sundowns a 7 points, défonçant Wydad Casablanca qui totalise 5 points. USM Alger a 2 points alors que Petro Atlético clôture la marche avec 1 point. Dans le groupe D, enfin, l'Espérance de Tunis, double tenant du titre, a concédé un nul face à l'Es Vita Club 0-0. Raja Casablanca a battu la JS Kabylie 2-0. L'Espérance de Tunis est au sommet du groupe avec 7 points, puis viennent Raja Casablanca qui a 6 points et JS Kabylie qui a 3 points. Enfin, au pied du podium se trouve Vita Club avec 1 point. La Confédération africaine de football a dévoilé hier la liste des 3 finalistes pour le prix du meilleur joueur africain de l'année. Mohamed Salah, son coéquipier Sadio Mané et Riyad Mahrez se disputeront le trophée. Le vainqueur sera dévoilé le 7 janvier pendant la cérémonie des CAF Awards organisée à Hurghada en Égypte. Notons que pour le Ballon d'Or européen, Sadio Mané a terminé à la 4e place. Le Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al Nasser en Arabie Saoudite, a été élu meilleur buteur du monde en 2019 avec un total de 57 points, toutes compétitions confondues. Ce bilan lui permet de dévancer sur le fil l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, qui a 54 buts, mais aussi le Ballon d'Or 2019, ainsi que Lionel Messi qui a 50 buts. Viennent ensuite Kylian Mbappé avec 44 buts, Raheem Sterling avec 41 buts et Cristiano Ronaldo avec 39 buts. Abdallah succède à l'Algérien Bagdad Bounedia qui avait terminé meilleur buteur de l'année 2018 avec 59 buts. Des coureurs ont participé hier au premier marathon de l'histoire du Niger près de la ville d'Agadez, une course baptisée Marathon pour la paix au Sahel. Placée sous la surveillance étroite de dizaines de militaires déployés pour éviter toute attaque de djihadistes, le grand marathon du Ténéré a pour objectif de rompre l'isolement de la région qui abrite aussi de nombreux réfugiés qui tentent ou ont tenté d'émigrer vers l'Europe. Cette année, il a rassemblé environ 800 participants venus d'Agadez, de tout le Niger, mais aussi du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Maroc et de France. Et pour terminer, basketball professionnel, les Lakers de Los Angeles ont battu Dallas 108-95 dimanche au Staples Center. C'est Anthony Davis qui s'est mis en évidence, marquant 23 points et prenant 9 rebonds. Les Toronto Raptors, champions en titre, sont tombés de haut dans leur salle devant Oklahoma City 98-97. C'est tout pour aujourd'hui, John. Excellent début de semaine à tous. Et c'est la fin de ce journal que j'ai dédié à ces 3 membres de ma famille qui sont décédés il y a 3 jours, notamment mon petit frère qui rêvait d'être journaliste.